vous écouter, nous raconter cette France rurale et notamment ceux et celles qui y vivent. Et puis on se retrouve dans un instant. Alors, bonjour à tous. Je lance mon chronomètre parce que si j'ai bien compris, mon temps est réduit. Donc je vais essayer d'être extrêmement synthétique, efficace et drôle. Non, drôle certainement pas. J'aurais du mal à le faire et en plus je comprends que c'est probablement bientôt l'heure du déjeuner. Donc je vais vraiment essayer de tenir le cap de ces quelques minutes qui me sont dédiées. Donc je suis entrepreneur social, je m'appelle donc Salomé Berlioux et je dirige une association que j'ai fondée en 2016 qui s'appelle RURA, anciennement Chemin d'avenir, et dont l'objet social est de lutter contre les fractures territoriales en pariant sur les jeunes des zones rurales et des petites villes de France. On a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de changer individuellement la vie des jeunes dans la ruralité et les toutes petites villes. Donc on a accompagné 15 000 collégiens, lycéens et étudiants dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen. Et j'en profite pour vous dire que si certains de vos territoires sont intéressés pour leurs jeunes suite à cette intervention, il ne faudra pas hésiter à me contacter. Et le deuxième objectif, qui n'est pas très modeste, c'est de changer la société française au profit de la diversité territoriale, donc en fait de faire en sorte que les territoires ruraux, leurs habitants et singulièrement leurs jeunes soient mieux compris, plus regardés, plus étudiés et que des dispositifs suffisamment ambitieux soient déployés pour ces jeunes. Et donc pour ça, on fait des actions notamment de plaidoyer et d'influence. Pour vous donner quelques exemples, c'est nous qui sommes à l'origine d'une politique publique que vous connaissez sans doute qui s'appelle les territoires éducatifs ruraux, qui était une recommandation de ma part à Jean-Michel Blanquer en 2020, consistant à proposer de s'inspirer des cités éducatives pour les jeunes de la ruralité, ou un autre exemple plus récent qui permet d'essayer de changer le regard et les regards sur la ruralité, un podcast qui vient de sortir sur France Culture en 4 épisodes dans la série documentaire LSD qui s'appelle « Entendre la France rurale ». Voilà, et donc notre obsession, c'est de faire en sorte que les jeunes de la ruralité aient le choix. Vous le savez sans doute parce que je pense que vous vivez empiriquement ces questions de territoire, mais les jeunes ruraux, c'est un tiers des jeunes Français. Et aujourd'hui, ils sont très souvent, et là je pense que je vais forcément parler à certains d'entre vous, parce qu'encore une fois, pour avoir beaucoup d'échanges avec des collectivités territoriales et notamment avec des régions, je sais que ça fait partie des obsessions de certains d'entre vous et des difficultés de certains d'entre vous aussi. Comment faire en sorte que les jeunes de la ruralité sortent de cette dialectique entre le rester à tout prix au sein de leur territoire ou partir à tout prix. Et donc on a des jeunes qui sont quand même globalement coincés dans cette dialectique-là, avec une forme d'assignation à résidence dont j'entendais parler précédemment, et une pression, il faut quand même le dire, parfois des élus locaux, des familles, des chefs d'établissement, des professeurs, des amis, sur le thème de « il faut que vous restiez », notamment pour participer à la vitalisation ou à la revitalisation de votre territoire. Et donc dans ces cas-là, j'aime quand même à rappeler qu'un jeune Parisien ou un jeune Lyonnais, on ne lui demande jamais de rester à Paris ou à Lyon pour participer aux dynamiques de la vie parisienne ou lyonnaise. Un jeune Parisien ou Lyonnais, il a un champ d'expérimentation et un terrain de jeu qui va de Paris à Lyon en passant par la Drôme, Marseille ou l'étranger s'il en a envie. Et donc l'idée, c'est quand même que les jeunes ruraux aient cette liberté et ce champ des possibles ouvert, y compris sur les questions de la mobilité. Et à l'inverse, se pose quand même singulièrement la question de partir pour ces jeunes, notamment quand ils ont envie de se former, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, 7 formations sur 10 sont situées dans les grandes métropoles. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans un hameau de l'Allier, comme c'était mon cas, ou à Mirecourt dans les Vosges, pour parler d'une région qui était représentée à l'instant, à un moment donné, s'il faut aller chercher la formation qui nous plaît, et pas uniquement pour des filières sélectives, mais pour une formation qui correspond à nos aspirations, il faut bouger. Et donc la question, c'est comment permettre aux jeunes qui ont envie de rester sur leur territoire de rester et de le faire dans de bonnes conditions, et à ceux qui ont envie de partir de pouvoir le faire sans conflit de loyauté ou sans blocage, notamment économique. Donc ma position depuis près de 10 ans à la tête de cette association me permet d'avoir une espèce de vision assez privilégiée sur la question des jeunes dans la ruralité, par des actions de terrain d'une part, par des actions qui relèvent plus du domaine scientifique et de la recherche, y compris parce que nous finançons des travaux de recherche sur ces jeunes et sur des thématiques comme par exemple la mobilité sociale et géographique des jeunes ruraux, et puis à travers le développement notamment de politiques publiques locales et d'ampleur nationale.
Le postulat auquel je suis arrivée, mais je pense que à nouveau, je suis face à un public qui connaît ces thématiques très bien, donc vous n'allez sans doute pas me contredire, mais c'est que pour comprendre un certain nombre de tensions et de dynamiques du pays aujourd'hui, il est indispensable de regarder très attentivement, voire c'est là où je pousse le bouchon peut-être un peu loin, mais de prioriser la question des 22 millions de femmes et d'hommes qui vivent dans la ruralité, sur 88% du territoire français, donc un tiers des Français qui vivent dans ces territoires, et donc qui affrontent un certain nombre d'inégalités systémiques, dont vous avez en partie parlé précédemment, les déserts médicaux, l'éloignement des services publics, les inégalités dans l'accès à l'information, à la formation et à l'emploi, les services de transport limités dans un contexte de fragilité économique, j'en passe, et des meilleurs. Et donc tout ça se fait dans un contexte où, je pense que vous l'entendez comme moi, il y a une espèce de petite musique d'autosatisfaction sur le thème de « il y aurait en ce moment une espèce de revanche des campagnes, on serait à l'heure des territoires et tout à coup tous les urbains auraient enfin compris qu'il faut aller habiter à la campagne et que c'est tout à fait dans leur intérêt de le faire ». Quand on regarde les choses un petit peu attentivement, on voit bien que ce n'est pas exactement ce qui se passe et qu'il y a évidemment des mouvements de population, notamment post-Covid, mais que les gens partent quand même plus largement vers les banlieues, à 3/4 d'heure des grandes métropoles, pour pouvoir continuer à travailler ou à télétravailler, ou vers des villes moyennes, mais qu'ils ne partent pas massivement dans le Cantal ou dans la Nièvre. Bien sûr, ça arrive et il y a des cas de gens qui le font, mais on n'est pas là sur un renouvellement des équilibres territoriaux. Et donc, en fait, pendant très longtemps, il faut bien se dire, et ça c'est vraiment une des choses que j'ai remarqué en fondant cette association, puisqu'en 2016, quand je frappais aux portes des ministères et des entreprises pour dire attention, il y a bien évidemment des gros enjeux dans les grandes métropoles, notamment pour les jeunes et en termes d'égalité des chances ou d'égalité des opportunités. Attention, il y a évidemment la question des banlieues qu'il faut adresser parce qu'elle est majeure, mais il y a aussi les jeunes dans ces territoires ruraux et il y a peut-être un sujet qui, dans le meilleur des cas, est corrosif pour le lien social et dans le pire des cas est explosif. On me riait au nez. Et c'était en 2016. Et vraiment, on me disait, madame, enfin à l'époque on me disait mademoiselle, mais vous n'allez pas inventer une nouvelle catégorie de jeunes qui seraient les jeunes de la France périphérique ou les jeunes des zones rurales et des petites villes. Il y a déjà beaucoup de catégories de jeunes. Donc tout le travail de RURA a été de montrer qu'il ne s'agissait pas d'inventer une nouvelle catégorie, que ces jeunes existaient déjà de fait et que l'enjeu était de répondre concrètement aux problématiques qu'ils et elles affrontaient, puisque c'était une part sensiblement importante des jeunes Français. Et donc, malgré cette histoire de revanche des campagnes, on voit bien qu'on part quand même de loin sur la compréhension des territoires ruraux et notamment de leurs habitants. Parce qu'il y a beaucoup de débats, et notamment de débats d'experts sur est-ce que la ruralité commence ici, finit là, est-ce qu'on parle de la ruralité ou des ruralités, etc. En fait, la question fondamentale, c'est quand même celle des gens. Et de, est-ce qu'on traite ou non les problématiques systémiques auxquelles ils font face. Et sur cette question des imaginaires, c'est quand même assez intéressant de voir que pendant très longtemps, quand on disait ruralité et qu'on habitait dans une grande ville, on pensait en gros que tous les ruraux étaient des agriculteurs. Or, ceux d'entre vous qui connaissent ces territoires savent bien que les agriculteurs, c'est 5,7% des actifs de la ruralité et qu'en fait, le plus gros contingent en ruralité, c'est 30% de la population qui travaille dans l'administration. Donc, on n'a pas uniquement des agriculteurs et pour les jeunes, on n'a pas uniquement des filles et des fils d'agriculteurs qui voudraient reprendre la ferme de leurs parents. De la même manière, sur le fantasme de tous les ruraux qui sont chasseurs, en réalité, quand on regarde les chiffres, il y a uniquement 3% des ruraux qui chassent versus 2% des urbains. Donc, en fait, en valeur absolue, il y a même plus de chasseurs qui sont urbains que ruraux. Et en fait, pourquoi est-ce que tout ça c'est intéressant ? C'est parce que ces clichés, ils jouent aussi donc, sur les imaginaires collectifs, sur la vision qu'on a de ces territoires et donc sur notre capacité à l'échelle nationale et locale, mais notamment à l'échelle nationale, à traiter ou non les problèmes réels des habitants de ces territoires-là. Et donc, un des éléments que je trouve assez significatif, c'est le fait de se dire qu'il y a encore 4 ans, la ruralité, au sens de l'INSEE, ne représentait que 14% de la population française. Et puis, suite à un travail de plaidoyer, des acteurs locaux, notamment des élus et des associations comme RURA, petit à petit, on a bougé. Et aujourd'hui, depuis 2021, la ruralité, c'est 1/3 des Français. Et donc, c'est sûr que 14% ou 1/3, c'est pas la même chose quant au fait de prioriser ces populations et ces territoires et d'essayer de voir que, bien sûr, il y a les sujets liés à l'agriculture, mais qu'il y a aussi tous les autres sujets, notamment liés à la qualité de vie.
Ce qui est compliqué aujourd'hui quand on aborde ces questions et ces tensions notamment, et l'angle mort qu'on entend représenter les ruraux et notamment les jeunes ruraux, c'est qu'on peut vite être taxé de misérabilisme, voire être accusé de faire un peu le jeu des partis notamment d'extrême droite qui surfent sur ces thématiques en profitant justement du fait que certains partis de gouvernement, à l'échelle nationale encore une fois, parce qu'évidemment les élus à l'échelle locale sont ô combien engagés sur ces thématiques-là, mais ne les ont pas forcément traitées, voire les ont délaissées au fur et à mesure des dernières élections. Moi, je pense qu'il faut être très clair par rapport à tout ça. Évidemment, on peut être très heureux en ruralité et ça peut être un choix de vivre dans ces territoires, mais aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que ces mouvements massifs de population n'ont pas lieu, c'est que ça emporte une série de conséquences sur l'accès aux soins, sur l'accès à la formation pour ces enfants, notamment quand ils grandissent et notamment quand ils ont envie de faire des études supérieures, sur la question du bien vieillir, etc. Une série de conséquences. Et donc c'est très clair pour les jeunes, et je vous donne 2 chiffres qui sont issus d'une de nos dernières enquêtes avec l'Institut Terram, que vous connaissez sans doute, sur la mobilité des jeunes ruraux. C'est quand même assez significatif. Donc, les jeunes ruraux passent en moyenne 2h37 par jour dans les transports. C'est 3/4 d'heure de plus par jour que les jeunes urbains. Et autre chiffre assez intéressant, surtout quand on sait que 75% des ruraux sont ouvriers ou employés, donc quand on regarde les jeunes qui vivent dans ces territoires-là, leur budget mensuel en transport est de 528 € par mois. 528 € par mois pour le transport versus 307 pour les jeunes urbains de moins de 29 ans. Donc, évidemment, tout ça a une série de conséquences, notamment sur le choix de l'emploi, qui va être aussi déterminé par la question des kilomètres. Et tout ça, cette invisibilisation pendant très longtemps, ces inégalités et le sentiment de ne pas être représenté, évidemment, ça a des conséquences. Je fais juste un petit point sur la question de la représentation, parce qu'on m'a demandé de vous donner ces chiffres qui sont, pour le coup, issus d'une autre enquête qu'on a faite avant l'été, avec un think tank que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Destin commun, et 2 autres associations rurales, INSIT et Bouge ton coq, sur la question de la représentation. Donc, quand on demande aux ruraux s'ils se sentent ou non représentés, il n'y en a que 10% qui disent se sentir représentés par le gouvernement. Pas lui, pas celui d'avant, mais l'autre. Mais bon, il y a fort à penser que c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Il n'y en a que 12% qui disent se sentir représentés par le Sénat, la Chambre des territoires, et 13% par l'Assemblée nationale. Mais c'est là où on voit que ce n'est pas uniquement politique. Vous n'avez que 1/4 des ruraux qui disent se sentir représentés dans la littérature contemporaine, 19% qui se sentent représentés dans les séries et 21% dans la presse nationale. Et donc on voit bien que cette question de la représentation, elle est évidemment majeure, notamment, et ce sera mon dernier point, parce qu'on m'avait dit 15 minutes et ensuite 10 et que ça fait déjà 12. Tout ça, ça donne lieu à un profond ressentiment, et un profond ressentiment rural. On a travaillé justement avec le think tank dont je vous parlais à l'instant et ces 2 associations sur des travaux qui ont été menés aux États-Unis, notamment en 2012 par une politiste qui s'appelle Catherine Kramer, qui a travaillé sur la question de ce ressentiment rural, donc dans les territoires notamment, et de sa corrélation de ce ressentiment avec la montée du vote pour Trump et les amis de Trump. Et donc évidemment, la corrélation est très claire. Ce ressentiment, il repose sur le sentiment la perception d'une triple injustice politique, économique et sociale. Et donc dans le cadre de cette enquête, on a fait une espèce de projection de ce ressentiment et de ce sentiment de triple injustice sur un gros panel de ruraux, et des ruraux qui représentent vraiment la ruralité dans sa diversité et pas uniquement des ruraux à quelques kilomètres d'une grande métropole. Enfin, on a été vraiment très très méthodique et rigoureux dans notre analyse. Et donc évidemment, sans surprise, je vous donne ces chiffres qui sont assez parlants. Sur la question de la perception d'une injustice politique, 81% des ruraux estiment que les politiques accordent trop d'importance aux préoccupations des villes et pas assez à celles des campagnes. On est en France, 81%. Sur la question de l'injustice économique, 76% considèrent que les campagnes donnent plus d'argent à l'État qu'elles n'en reçoivent en retour. C'est peu de dire, vous avez les chiffres en comparaison sur la perception par les urbains, que les urbains ne pensent jamais qu'il y a trop d'argent qui est donné aux campagnes par rapport à eux. Et enfin, sur la question du ressentiment culturel, et c'est là où on va sur toutes ces questions aussi, parfois d'une perception d'un mépris des urbains sur les ruraux, 81% des ruraux estiment que les urbains ne comprennent pas, voire ne respectent pas leur mode de vie, le mode de vie des habitants de la campagne.
tout ça étant dit, évidemment, il y a des solutions que j'avais prévu de dire dans la dernière partie, mais je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Et l'idée, ça n'est pas d'attiser les fractures en donnant ces chiffres et en surlignant au marqueur le fait qu'une part des solutions se trouve dans la ruralité, mais que pour autant, il faut justement adresser ces questions de manière volontariste à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale. Et c'est très clair, notamment sur la question des jeunes. Mais donc voilà, on est encore loin du compte sur une bonne représentation de ces territoires. Et j'ajouterais que souvent sur des plateaux télé ou à la radio, je pense à notamment une matinale que j'ai faite avant l'été sur une radio d'ampleur nationale, où quand je donnais ces chiffres, on me disait « oui, mais tout ça, c'est du ressenti ». Donc effectivement, c'est du ressenti, mais quand on a mal aux dents, et quand on a une rage de dents, c'est du ressenti, et pour autant, on a mal. Et donc je pense qu'on ne perd jamais à considérer d'une manière ou d'une autre les émotions des gens, notamment quand il s'agit de construction de politique publique, en tout cas d'avoir ça dans un coin de sa tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup.